Déjà bien fournie, l'offre cinématographique pourrait bien s'étoffer encore dans la métropole grenobloise. On a appris aujourd'hui que 2 projets étaient en cours, à Nerpic, à Saint-Martin-d'Air et sur les portes du Vercors à Fontaine. La maison Bergès à Villarbonneau repense son parcours permanent entre histoire de l'hydroélectricité et passion de l'art nouveau. Une nouvelle scénographie que vous pourrez découvrir à l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end. Et puis le Ticodrome, le centre de sauvegarde de la faune sauvage en Isère, tire la sonnette d'alarme et lance une cagnotte. À cause de la sécheresse, il a reçu beaucoup plus d'oiseaux et de mammifères cet été. La directrice du Ticodrome, Mireille Latier, viendra nous en parler à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 13 septembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Par-delà la nouvelle vague, le réalisateur Jean-Luc Godard est donc décédé ce mardi à l'âge de 91 ans. Le réalisateur de Pierrot le Fou, du Mépris ou d'À bout de souffle aura aussi passé une partie de sa vie à Grenoble entre 1974 et 1977 avec sa compagne et partenaire de travail Anne-Marie Miéville. C'est là qu'il réalise Numéro 2, un film expérimental qui décrit la vie d'un jeune couple à la Villeneuve ou encore 2 séries de documentaires pour la télévision. C'est aussi dans son studio Sun Image sur les quais que le redoutable a commencé à faire du montage autrement en multipliant les pistes. La Cinémathèque de Grenoble prévoit de lui rendre un hommage prochainement. Jean-Luc Godard aura aussi travaillé avec Juliette Berthaud qui a donné son nom à l'un des 9 cinémas de la métropole. Mais quand on aime, on ne compte pas. 2 communes ont annoncé ce mardi leur intention de porter des projets de multiplex aux côtés de la métropole. Mais ils ne devraient pas sortir de terre avant 2024, voire quelques mois de plus. Charlotte Faulkner. Retoquée il y a 2 ans, la ville de Saint-Martin-d'Air présente un nouveau projet de cinéma au sein du futur centre commercial Nerpic. Cette fois-ci, Exit UGC, c'est Megamara, 5e opérateur en France, qui a été choisi. Le groupe possède déjà des cinémas dans la région à Saint-Étienne ou en station. Pour ce projet, l'opérateur a baissé de 35% le nombre de places par rapport à celui présenté en 2019. Le nouveau cinéma sera composé de 9 salles avec 1500 places. Il est vrai qu'à partir du moment où le premier projet avait suscité un avis défavorable des 2 commissions, la commission départementale d'aménagement cinématographique et la commission nationale du même nom, il lui a paru plus pertinent et en diminuant la jauge, il se donne plus de chances d'avoir un avis favorable. Autre projet de cinéma déjà dans les tuyaux depuis plusieurs années, celui de Fontaine dans le cadre du projet d'aménagement Les Portes du Vercors. Ce nouveau cinéma devrait voir le jour dans un futur plus lointain que celui de Saint-Martin-d'Air. On a besoin d'un cinéma à Fontaine qui sera peut-être un petit peu plus petit que celui de Saint-Martin-d'Air, mais nos habitants ont besoin aussi d'avoir des services, d'avoir des commerces sur notre commune et sur l'ensemble de cette polarité. Donc effectivement, on remercie la métropole parce qu'on a travaillé de manière concertée pour que ce besoin ressenti sur chacune des polarités soit aujourd'hui comblé. Ces 2 projets de cinéma sont soutenus par la métropole qui l'assure, ces nouveaux complexes seront complémentaires. La métropole a un rôle finalement de s'assurer que l'équilibre soit respecté à l'échelle métropolitaine et un peu au-delà. C'est pour ça qu'elle a lancé en 2020 une étude avec un cabinet dédié, spécialiste de ces sujets, de se dire finalement, est-ce qu'il y a de la place pour d'autres cinémas dans cette agglomération? La réponse est oui. Et c'est conforme à l'équilibre territorial du coup, c'est-à-dire que ça ne met pas en danger ceux qui sont déjà existants, Grenoble et Chirol. Et au contraire, ça permet justement d'aller chercher de nouveaux usagers des cinémas. Prochaine étape pour le cinéma de Saint-Martin-d'Air, le dépôt du dossier de candidature auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique. Une commission composée de la métropole, du SCOT, du département, des villes de Saint-Martin-d'Air et de Grenoble, ainsi que de 3 experts. Le cinéma, c'est aussi ce casting pour le prochain long métrage de Guillaume Braque qui sera tourné l'été prochain dans le Vercors. La production recherche des jeunes de 14 à 17 ans résidant à Grenoble, Lyon ou Valence. Il est possible de postuler seul ou à plusieurs et même par l'intermédiaire d'un professeur puisqu'il s'agit de constituer une classe. 3e, seconde, première peuvent tenter leur chance. L'adresse pour envoyer un mail avec les coordonnées, photos et vidéos au smartphone sur voyagescolaires@gmail.com.
Les enquêteurs de la sécurité publique de l'Isère ont lancé un appel à témoins après le décès d'un vélocycliste ce mardi matin entre 7h et 7h55 sur la digue de l'Isère à Saint-Martin-d'Air, derrière le 543 rue de la Piscine. La victime, un homme de 67 ans vêtu d'un short et d'un pull bleu non porteur de gilet phosphorescent et de casque, a été retrouvé, son vélo entre les jambes dans un fossé. Les enquêteurs cherchent à connaître les circonstances de sa chute et notamment à savoir si un tiers doit être mis en cause. De la houille blanche à la pâte en papier, en passant par l'Art Nouveau, parcourir la Maison Bergès, ancienne demeure d'Aristide Bergès et de sa famille à Villarbonneau, c'est plonger dans la belle époque au cœur de la deuxième moitié du 19e siècle, mais avec les outils d'aujourd'hui. La Maison Bergès inaugure cette semaine un nouveau parcours de visite avec une soixantaine de nouveaux cartels et textes, des audioguides bilingues imitant la voix d'Aristide Bergès et bien d'autres dispositifs. Laurie Baillet. Après 10 ans d'ouverture au public, la Maison Bergès s'est refait une beauté. Ce musée au cœur de Villarbonneau, qui raconte l'histoire industrielle et artistique de la famille Bergès, joue la carte du numérique pour devenir davantage accessible. L'idée, c'était vraiment d'abord de répondre aux questions de nos visiteurs. On a la chance d'avoir des livres d'or avec de jolis compléments et les gens étaient quand même assez heureux de leur visite, avec quelquefois quand même des petites questions sur s'orienter dans le bâtiment et puis une envie d'aller un peu plus loin sur certaines thématiques. C'est vrai que les métiers des musées et puis du numérique ont beaucoup évolué en 10 ans, donc l'idée était de mettre un peu à jour nos contenus. Dès la première salle, le ton est donné avec un film panoramique de 7 minutes réalisé par le grenoblois Denis Védélago qui plonge le public dans la belle époque d'Aristide. La gageure, en fait, c'est d'arriver à s'adresser à tous les publics. C'est très important dans un musée que quelqu'un d'érudit puisse en récolter les fruits, mais également, par exemple, un enfant qui n'a pas toutes les clés pour comprendre. Donc moi j'ai un public qui est un public test, qui est une petite fille de 11 ans, sur qui je teste les films et généralement elle me sert un peu de repère et elle me permet de savoir si ce que j'ai fait est entendable par tous ou pas. Le parcours de visite est donc revu en profondeur. Des totems introductifs devant chaque salle présentent la villa par chapitre. Alors c'est un mode qui avait cours dans les romans du 19e siècle où on avait le numéro du chapitre et puis un petit sous-titre. Ici, c'est le chapitre 5 consacré à la force de l'eau et on nous indique que ce chapitre-là va être consacré au moment où Aristide dompte les forces de la pente. On avait cette envie de montrer Aristide Bergès comme quelqu'un d'énergique, de volontariste, rien ne l'arrêtait. La Maison Bergès fait partie du réseau des 11 musées du département de l'Isère. Son entrée est gratuite. N'oubliez pas, dans les jardins de la Maison Bergès, l'exposition La Belle Époque jusqu'au 6 novembre. Le ticodrome, c'est un très petit oiseau aux couleurs vives dont le nom signifie en grec ancien qui court sur les murs. Il est présent dans la plupart des chaînes montagneuses, dont les Alpes, et il a donné son nom au centre de sauvegarde de la faune sauvage en Isère, basé au Gap, près de Vif. Je salue la directrice du ticodrome, Mireille Latier. Bonsoir. Bonsoir. Avant de revenir sur l'appel que vous avez lancé il y a quelques jours sur le site Hello Asso, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les missions du ticodrome ? Alors la mission première, c'est l'accueil et le soin aux animaux sauvages blessés que les particuliers trouvent en difficulté. Donc on a beaucoup d'oiseaux, 80% d'oiseaux, mais aussi des mammifères. Et voilà, le but est de les soigner ou d'effectuer l'élevage si ce sont des orphelins, des animaux orphelins. Mais le but reste toujours de les relâcher dans la nature. Donc ce sont les gens qui vous apportent les animaux ou il faut se signaler, vous venez les chercher ? Non, alors malheureusement, on n'a pas les moyens, nous, soigneurs, déjà au centre, de se déplacer. Donc, pour la moitié des animaux qui nous arrivent, ce sont les découvreurs eux-mêmes qui nous les amènent. Et l'autre moitié, on fait appel à un réseau de bénévoles récupérateurs qui sont un peu dispersés dans tout le département. Bon, certaines zones sont difficiles et ça reste une aide bénévole. Alors, il y a des bénévoles, mais il y a aussi des salariés. Combien de personnes travaillent au ticodrome ? Alors maintenant, nous sommes une équipe de 6 à 9 salariés, 6 en hiver et 9 en été, puisque c'est la période de plus forte activité dans les centres de soins.
Et on a un agrément pour 10 services civiques. Et puis on fonctionne aussi avec de nombreux bénévoles ou des éco-volontaires, des stagiaires également qui viennent nous aider toute l'année. Et vous avez combien de pensionnaires actuellement ? Alors actuellement, on termine la saison haute, on va dire, donc on est à peu près à 150 animaux en simultané. Mais sur l'année, on reçoit entre 1800 et 2000 animaux chaque année. Alors l'année 2022 n'est pas terminée, elle a déjà été très dure pour la faune sauvage, pour des raisons climatiques en premier lieu. Oui, climatique, parce que c'est bon, tout le monde le sait, on a une période de canicule précoce, longue, intense. Nous, chaque année, on voit les causes de l'activité humaine sur la faune sauvage, hein, des chocs véhicules, des chocs barbelés, des chocs vitres, etc. Mais là, c'est vrai qu'on a eu affaire à des animaux aussi en difficulté parce que sans ressources d'eau, affaiblis, qui ont dû certainement plus se déplacer que les autres étés pour accéder à l'eau et qui ont pris des risques. Et voilà. Et donc nous, on a eu une augmentation d'à peu près 15% des animaux cet été, cette année, dont la canicule fait certainement partie des causes principales. Quels sont les animaux les plus touchés par cette canicule ? Alors, c'est difficile d'avoir le recul encore parce qu'on sort tout juste de l'été, mais pour nous, les animaux qui sont plus reçus, ce sont les martinets noirs, les hérissons, les merles noirs, mais on a eu beaucoup plus de renards également accidentés ou affaiblis. Voilà, des mammifères plus importants qu'on n'avait pas l'habitude de recevoir en aussi grand nombre, on va dire. Ça reste une trentaine d'individus par an, mais quand même, on est déjà arrivé cet été au nombre total qu'on avait reçu de renards durant toute l'année 2021. Et quels sont les soins que vous leur fournissez dans ces cas-là ? Il faut les réhydrater ? Les réhydrater, bien sûr, mais ils arrivent déjà dans un état vraiment très, très avancé d'amaigrissement, d'état général très mauvais. On fait effectuer également des autopsies et des analyses complémentaires par le laboratoire vétérinaire départemental parce que nous, on n'a que la fin de l'histoire de ce qui leur est arrivé. On n'a pas tout l'historique comme on peut l'avoir pour un animal domestique. Et on essaye de comprendre petit à petit ce qui a pu leur arriver, mais ça de manière générale, hein. On parlait de l'activité humaine, puisque le changement climatique est évidemment lié à cette activité humaine. Il y a aussi la chasse qui est ouverte ce dimanche. Oui, bien sûr. Donc, nous, on reçoit chaque année des espèces protégées, victimes de tirs. Il y a quelques semaines, donc hors période de chasse, on a reçu un circaète Jean Oui, Leblanc. on va voir quelques images d'ailleurs d'un circaète. Ça a l'air très beau quand ça peut voler. C'est magnifique. Ça a des grands yeux jaunes. Ouais. C'est un prédateur spécialisé sur les reptiles, donc un migrateur. L'hiver, on n'a pas. Et on voit les petits plombs. Voilà, sa radiographie. Et c'est le huitième oiseau d'espèces protégées que l'on reçoit cette année en 2022, ce qui était le nombre sur toute l'année 2021. Donc on a eu il y a quelques années une rencontre avec la Fédération des chasseurs de l'Isère, puisque c'était vraiment très récurrent. On avait plus de 20 individus protégés par an qui nous arrivaient plombés. Donc ils se sont engagés à renouveler les aspects réglementaires auprès de leurs adhérents. Alors certes, nous, on n'a jamais de flagrant délit, hein. Quelqu'un trouve un animal blessé, à la radiographie, on voit qu'il est plombé. Mais néanmoins, 80%, entre 70 et 80% des espèces protégées reçues victimes de tirs au ticodrome le sont pendant la période de chasse. Donc ça reste quand même une coïncidence importante, on va dire. Voilà. Donc on essaye on est persuadé que c'est une minorité de chasseurs ou de personnes qui sont en infraction, mais on transmet aussi l'information à l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui est la police de l'environnement. Et on porte plainte conjointement avec la Ligue de protection des oiseaux. Alors dans ce contexte, vous avez lancé une souscription sur Hello Asso. Votre objectif, c'est 50 000 €. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette somme ? Oui, 50 000 €, c'est notre estimation pour le surcoût
qu'on va avoir en 2023 liés à différents événements, à différents facteurs, on va dire. D'une part, c'est cette augmentation de 15% des animaux. Et d'autre part, en fait, c'est une restriction assez nette des emplois aidés. Nous, sur nos 9 salariés l'été, la plupart sont en emploi aidé. En fait, on a 3 CDI, mais le reste, ce sont des emplois aidés parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens de répondre à cette charge financière. Et on a aussi constaté une diminution de nos adhésions. Donc nos fonds propres diminuent, les charges vont augmenter, le nombre d'animaux augmente. Donc c'est tout simplement pour rester ouvert, rester avec le nombre de personnes nécessaires pour l'accueil de ces 1800 à 2000 animaux par an. Si on n'a pas cette ressource financière, on va être en difficulté. Alors on fait des campagnes d'information, de sensibilisation. Ce week-end, le journée des journées du patrimoine, on pourra accueillir le public l'après-midi pour expliquer nos actions. Alors, les locaux de soins ne seront pas visitables, mais voilà, on fait de la sensibilisation auprès de nos partenaires habituels, publics ou privés. On va aussi expliquer notre situation et essayer d'avoir la ressource pour continuer à être ouvert. Voilà, et puis à continuer à préserver la biodiversité. Et c'est toujours appréciable de pouvoir voir les animaux quand on va se balader en montagne. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Mireille Lathier, merci. On se quitte en musique et au soleil avec Loma Loca qui sera en concert mercredi soir au local à Saint-Égrève. Loma Loca, c'est Marianne Girard et Laurent Fabry. Rendez-vous à partir de 19h pour un apéro en musique. Excellente soirée à tous.